Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Juillet 2019, petite île de Pangatalán, Philippines. Les protagonistes de cette aventure, Victor Brun, chercheur en sciences de l'environnement, spécialiste de la conservation marine et aujourd'hui coordinateur scientifique de la plateforme Océan et Climat, Anaël, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Victor part 3 ans aux Philippines pour étudier les aires marines protégées. Nous revivons, à travers son récit, une mission incroyable. Plongeons dans les aires marines protégées des Philippines. Après avoir pris un petit avion, roulé 1 heure sur un chemin de terre, nous sommes sur un bateau. La petite île de Pangatalán se dessine au loin. Donc on arrive d'abord dans le village côtier de Sandoval. C'est un petit village avec à peu près 1000 habitants. Et il y a une rivière. Et donc cette rivière qui part de la mangrove, c'est de là qu'on embarque pour se rendre sur l'île de Pangatalán. Donc on monte sur des bateaux, on est dans la mangrove, c'est une forêt très épaisse. Et en bateau, doucement, on part en mer et on commence à se rapprocher de l'île de Pangatalán. Donc autour de nous, c'est très sauvage. On voit un petit peu des montagnes au loin. Il y a très peu d'habitations. Dans la mer, on voit quelques petites maisons qui sont faites en bois, en bambou, sur pilotis. En fait, c'est des petites maisons de pêcheurs. C'est des gens qui n'habitent pas là, mais qui parfois dorment ici pour surveiller leurs élevages de concombres de mer. Il y a des pièges à poissons aussi. Donc c'est des grands pièges aussi en bambou qui sont faits, qu'on appelle des baclades, pour pêcher le poisson. Donc on avance, on est dans ce paysage qui est magnifique, avec ces montagnes qui tombent dans la mer, avec des petites plages et qui sont bordées de récifs coralliens. Et en se rapprochant, donc on voit l'île de Pangatalán au loin, avec une petite maison. C'est très sauvage, la végétation est très dense, et un ponton qui se dessine où on va arriver en bateau. Et c'est la première fois que tu viens aux Philippines ? Non, c'est la 2e fois que je viens aux Philippines. J'y ai habité en 2015. J'avais fait un échange universitaire, et donc pendant 1 an, j'avais étudié, mais dans la ville de Manille. Donc c'était très différent parce que la ville de Manille, c'est une grande métropole avec 15 millions d'habitants. Et là, on passe à un village de 1000 habitants à côté d'une île de 10 habitants. Et du coup, tu as appris toutes les langues qui étaient là-bas, c'est ça ? Alors j'ai appris à parler philippin. Je suis allé dans une fac ici qui s'appelle l'INALCO, où j'ai étudié, j'ai fait une licence de philippin entre mon premier et mon second séjour, puisque je voulais arriver et bien parler la langue pour ma thèse, pour pouvoir parler aux pêcheurs et pas avoir besoin d'un interprète. Bah ça va être utile. Ah ouais. Et tu te sentais comment là-bas ? Je veux dire, c'était agréable ? T'étais pas dépaysé ? Alors, c'est extrêmement agréable puisque c'est une île paradisiaque avec, je le disais, des récifs magnifiques. La température est élevée, il fait 30 degrés, mais pour ma part, ça me va très bien. C'est chaud, on s'y fait bien. Et il fait très humide, on sent là déjà. Et il fait très humide. Il fait très humide parce que c'est la saison des pluies en ce moment. Ouais. En janvier, ce sera mieux. C'est la saison un petit peu plus sèche. Patience. Le bateau s'amarre à ce long ponton que l'on voyait au loin et on a presque l'impression qu'il est plus grand que l'île d'ailleurs. C'est le cas ou pas ? C'est pas le cas, mais presque. L'île fait 300 mètres de long et le ponton fait un petit peu moins de 200 mètres. Ah oui, d'accord, donc on n'était pas loin. Et là, on découvre, c'est vrai, une végétation extrêmement luxuriante. Donc on arrive sur le ponton et c'est des grandes planches de bois sur 200 mètres de long. On marche et là on voit en se rapprochant la végétation avec des pandanes, avec des cocotiers. Et plus on s'enfonce, plus les arbres sont grands et les plantes belles. C'est le mois de juillet, c'est la saison des pluies, donc ça veut dire que c'est aussi très très vert. Et plus frais en plus à l'intérieur. Là, quand plus on s'enfonce, moins on ressent la chaleur qu'on pouvait subir sur le bateau. Exactement. C'est-à-dire que l'île avant,
En fait, elle avait été complètement déforestée avant l'arrivée de la fondation Sulubai. Et donc, ils ont planté 70 000 arbres et plantes sur cette île. Et le but, en fait, aussi, c'est pas seulement de restaurer la nature, c'est aussi de la rendre plus vivable. C'est-à-dire qu'il fait effectivement plus frais, pas besoin de clim. On va vraiment vivre dans cette maison là? Ouais, cette maison c'est la Staff House. C'est là où sont abrités les chercheurs qui viennent travailler ici, l'équipe qui s'occupe aussi de l'île. Et voilà, la plupart des gens qui vivent ici. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est joli quand même. Le cadre est assez idyllique. C'est sympa quand même. Hein. Ouais, c'est une très belle maison. Ah non mais je prends ce lit là, moi. Chut. Attendez, faites pas de bruit. Vous entendez? Ouais, il y a un truc. Un bruit chelou dans la salle de bain, non? Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, Victor. Viens voir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi ce truc là? Ah mais non, c'est rien ça, c'est un varan. Ouais, tout va bien, effectivement. Un lézard de 2 mètres de long dans la salle de bain, effectivement, c'est formidable. Par contre, on ferme bien les portes parce que moi je veux pas de nouveau me retrouver nez à nez avec cette bestiole. C'est rien, on dirait un dragon de Komodo, mais c'est beaucoup plus gentil, ça mord pas. Bah, c'est rien. C'est quand même gigantesque, hein. Juste, on peut trouver d'autres. Il y a pas de dragon de Komodo de toute manière sur l'île, c'est que sur Komodo. Oui. Il y a pas d'araignée géante, j'espère, par contre. Si. Ah, super. Il y a aussi des serpents, donc faut bien fermer la porte, faut faire attention. Ok, très bien, on ferme la porte. Mais en fait, Victor, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire sur cette île? Alors je vais faire ma thèse de doctorat. Sympa le cadre pour une thèse. Oui, c'est souvent sympa. Et la chance que j'ai, c'est que je vais habiter sur mon terrain. C'est-à-dire que souvent, on passe 1 mois, 2 mois, et puis on rentre dans notre labo. Moi, j'ai décidé de passer plus de temps ici pour être mieux en contact avec les populations avec lesquelles je vais travailler. Et donc, ce que je vais étudier, c'est des zones qu'on appelle les aires marines protégées. Donc, les aires marines protégées, c'est des zones en mer, en fait, où on va interdire certaines activités, par exemple la pêche, pour permettre à l'écosystème, aux poissons, un petit peu de revenir vers une bonne santé. Et donc, je vais essayer de comprendre si ces aires marines protégées fonctionnent, si ça permet effectivement aux populations de poissons de mieux se porter, mais aussi si elles peuvent avoir, ces aires marines protégées, un effet sur la sécurité alimentaire des communautés qui en dépendent. C'est-à-dire que les gens, là-bas, dépendent à peu près tous de la pêche. Soit ils sont pêcheurs, soit ils mangent du poisson. Et donc, en fait, le but de ces aires marines protégées, c'est de permettre de protéger un petit espace pour que les poissons puissent s'y reproduire et ensuite sortir et être pêchés. On appelle ça un effet de débordement. Ok, mais du coup, là-bas en Philippines, le poisson, c'est vraiment la nourriture principale? Oui, avec le riz, surtout dans les zones rurales comme ça. Ok, d'accord. Sympa. Mais pourquoi tu as choisi les Philippines et pas en France? C'est que tu pressens qu'elles sont plus efficaces aux Philippines qu'en France, les aires marines protégées? Alors c'est un autre contexte. J'ai choisi les Philippines à la base un petit peu par hasard, puisque j'étais intéressé par les récifs coralliens. Et les Philippines, c'est dans ce qu'on appelle le triangle de corail. Et donc j'ai voulu étudier cette zone, puisque c'est la zone avec le plus de biodiversité dans le monde entier. Il n'y a pas de zone en mer où il y a plus d'espèces de poissons et de coraux. Donc c'est plutôt ça qui m'a attiré. Et ensuite, effectivement, aux Philippines, quelque chose de super, c'est qu'il y a une vraie culture de l'aire marine protégée. Depuis les années 70, en fait, il y a des organisations non gouvernementales, des chercheurs et des communautés locales qui créent des aires marines protégées comme ça. Et il y a très peu de pays dans le monde, en fait, où c'est si ancien. J'allais dire, on devrait en prendre de la graine, alors. Et donc, effectivement, en France, c'est plus compliqué de mettre en place des aires marines protégées, ce qu'on appelle avec une protection forte. Ouais, efficace. Ouais. Là-bas, les pêcheurs, en fait, vont beaucoup plus pousser pour ça. Attends, vous entendez? Il y a encore un truc là. Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, ça vient de dehors. Je vais aller voir, ça fait comme des battements d'ailes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc géant? Ah mais ça c'est génial, c'est une chauve-souris, on appelle ça une roussette ou un renard volant. C'est les chauves-souris les plus grandes dans le monde. J'ai toujours rêvé d'en voir. Incroyable, c'est énorme parce que c'est 1 mètre de haut quoi pour le coup. Ça fait 1,70 m de large. Et de là. Là on le voit pas très bien mais en vrai c'est mignon. Oui, on appelle ça le renard volant parce qu'en fait ils ont une tête de renard. C'est des mammifères. Et le poitrail tout roux. Ouais. Mais c'est dangereux ou pas ça? Non, c'est pas dangereux, ça mange des fruits. Bon, ça va. Mais ça fait quand même la taille d'un varan à peu près. Hein.
Oui. Oui. Ou puis ça reste un animal sauvage, quoi. Donc quand bien même il y en a une par terre, tu vas pas la caresser, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous grands, les animaux aux Philippines. C'est vrai. Ça peut être le cas. Parfois, il y a quelque chose qu'on appelle le gigantisme insulaire. Alors là, c'est pas vraiment le cas. Mais sur certaines îles, les animaux deviennent géants. Par exemple, les tortues des Galapagos. Ah oui. Ouais, c'est vrai que tu dirais que c'est l'effet, l'environnement est petit, donc on a l'impression qu'elles sont grosses, mais elles sont quand même vraiment grosses. Hein. Non, elles sont vraiment énormes. Mais je pense que ça doit marcher comme à l'époque des dinosaures, parce que l'air là-bas et même l'environnement est meilleur que celui en France, je pense. Tu crois qu'on va ressortir gigantesque à la fin de ces 3 ans? Je sais pas. Après une arrivée forte en émotion, on va dîner et on se couche assez rapidement, parce que demain, notre travail commence. Nadim Prano, kuya. Nadim kamu pagod. Beno, naglalaot kami. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens de lui demander en fait là? Ah, je vais juste demander où il allait en fait. C'est une politesse aux Philippines. On demande où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais. C'est un peu une façon de dire bonjour, comment ça va. Et je lui ai dit qu'on allait pêcher. Et non, en fait, c'est pas du philippin. Le philippin, ce qu'on appelle le philippin en général, c'est le tagalog. Et c'est la langue nationale. Ça, c'est une autre langue qui s'appelle le Cuyunun, qui est une langue locale à Palawan. Et donc là, on va où exactement? Et donc là, on va dans le village de Sandoval. On va chercher à rencontrer des pêcheurs. Il voulait me présenter à un ami à lui qui s'appelle Bal. On retrouve la côte que l'on avait quittée justement pour arriver à Pangatalan. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. On ne devrait pas avoir de mal à trouver des pêcheurs puisque c'est l'activité principale ici. Voilà, donc on arrive là dans le village des pêcheurs de Sandoval. Et Bobot va nous présenter un ami à lui, pêcheur, qui s'appelle Bal. Ok, et du coup, on va faire quoi avec ce pêcheur? Le but, c'est de le rencontrer d'abord. En fait, j'essaie de nouer un petit peu des liens avec les gens ici pour les connaître et puis j'espère pouvoir partir en mer avec eux. Mon but aussi, c'est de comprendre comment ils pêchent, c'est très important puisque je vais les interroger beaucoup sur leur activité. Et la première des choses, c'est, je pense, de savoir et de pêcher avec eux. Et comment tu te sens là? Parce que ça y est, on entre dans le vif de ton sujet. Je suis hyper heureux parce que ça fait presque plusieurs années que je prépare ça. Je suis un petit peu stressé aussi puisque mon tagalog il n'est pas encore parfait, le Cuyunun encore moins, donc j'essaye de pratiquer autant que possible, mais il y a un petit peu de stress et je ne sais pas comment ça va se passer, par exemple de passer 7 heures sur un bateau avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est surtout les bateaux de pêcheurs comme ça, c'est des toutes petites pirogues qu'on appelle des bancas, et donc il y a un aspect aussi un petit peu intime pour lui de me faire venir sur son bateau, quoi. Donc j'espère déjà qu'il va accepter, qu'on aura un bon contact et puis voilà, mais je suis en même temps très très heureux finalement que ça se concrétise. Et on est rassurés. Bal accepte de nous prendre à bord de son bateau. On se donne rendez-vous 2 jours plus tard. Donc Bal débarque avec sa pirogue au petit matin sur l'île de Pangatalan. Mais attendez, il est tout petit son bateau. On va vraiment rentrer dedans à 3 là? Oui, impossible. Il va bien falloir. C'est pas possible, on va couler là. Bah, on va faire confiance aux locaux. Hein en plus, j'ai vu qu'il avait des palmes, donc ça se trouve, il va se mettre dans l'eau pour nous. Il connaît très bien son bateau. 30 minutes plus tard, le bateau s'arrête, on est au milieu de l'eau. Le trajet a été épique. On a manqué de tomber 3 fois par-dessus bord, mais ça y est. Bal a lancé sa ligne, une bobine de nylon avec un hameçon au bout. On est couvert de la tête aux pieds pour éviter les coups de soleil. Il fait très chaud. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ah bah nous aussi, on va devoir pêcher, je pense. Ah bah oui, oui, tenez une bobine. En tout cas, essayez. Ouais. Le temps passe et ça ne mord pas beaucoup, du moins pas de notre côté. Bal pêche 5 fois plus de poissons que nous. Victor, est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi ça mord du côté de Bal et pas du nôtre? C'est vraiment insupportable. Je lui ai demandé plein de fois et il a jamais vraiment voulu me répondre. Alors j'ai insisté parce que je pense qu'il y a une timidité et il veut pas paraître prétentieux. Il sait très bien
qui pêche plus de poissons non seulement que nous, mais que tous les autres pêcheurs de la baie. Ah oui, ce que j'ai dire, nous, c'est facile, on n'en a pas pêché pour le moment, donc... Non, et en fait, son explication, il y en a deux. La première explication qu'il me donne, c'est qu'il utilise des palmes. Et donc avec ces palmes, en fait, il se propulse et il suit les bancs de poissons. Dès que ça mord à un endroit, il peut faire bouger son bateau et puis suivre ce banc de poissons qui est en train de mordre. Ah oui, moi je pensais qu'il se rafraîchissait quand il faisait ça, mais non. Non, il suit le poisson. Il y a des palmes sur le bateau? Il a des palmes, en fait, il a une jambe de chaque côté du bateau et les pieds dans l'eau. Et donc en fait, c'est avec les pieds dans l'eau qu'il a des petites palmes et qui propulse le bateau. Sympathique. Donc là, c'est plus dur puisqu'on est plus lourd, hein, on est 3. Ah bah. Mais ça lui C'est comme permet du de... surf, mais à plusieurs, quoi. Et la deuxième explication qu'il m'a donnée, c'est que, en fait, il a et ça je l'ai compris aussi, il a un vrai toucher. C'est-à-dire que dès qu'il y a un poisson au bout de sa ligne, il jette l'hameçon avec la crevette au bout et il ramène doucement. Et en fait, dès que le poisson mord, ça fait un petit soubresaut comme ça. Et lui, il le sent, il a une très grande finesse, en fait, je pense, dans son toucher. Ouais, nous, on Et est un il peu sait bourrin quand même à immédiatement. côté. Hein. Et donc voilà, il y a en fait cette finesse. Et au-delà de ça, en fait, je pense que c'est généralement une vraie connaissance qu'il a du milieu. Il sait où vivent les poissons. C'est aussi simple que ça. Faut de la tactique aussi, je pense. Ouais, bah ça en fait partie, je pense, tout ça. Mais moi, par contre, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'à chaque fois que ça mord, il dit un truc dans sa langue, donc c'est sans doute destiné à toi, parce que nous, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il devine le nom du poisson. Donc Ah, c'est il fait un petit jeu. jeu. Ouais. Donc par exemple, il va dire Kalan. C'est une espèce d'empereur. Ou il va dire Tulingan, si c'est un petit ton. Et donc il devine à la manière dont le poisson tire. Et ce qui est important à noter, c'est qu'il y a des centaines d'espèces. Donc c'est pas seulement... il réussit entre des centaines d'espèces, et souvent il a raison, à deviner le poisson qui est au bout de sa ligne. Avant même de le voir. Ah ouais, Ouais. donc il se plante pas en plus. Ouais. Et toi, il t'as fait déjà ça essayé? aussi. Pardon ? Toi, t'as déjà essayé? J'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Je le fais aussi, et parfois ça marche, mais parce que je sais les poissons qui sont les plus communs. Donc je vais dire Kalan, c'est le poisson le plus commun. Au bout de 3 fois, sûrement ce sera ce poisson. Ah bah attends, moi vous n'avez pas entendu, mais tout à l'heure j'ai réussi. J'ai dit rien n'a mordu, et effectivement, Et il n'y avait rien au bout de la ligne. Bah, en même temps, Ouais, non, balèze, j'avoue. Il a son 6e sens, je sais pas, qui ressort. Et ce qui est marrant, c'est que avant qu'il vienne nous chercher, j'ai eu l'occasion d'aller dans la jungle avec lui. Et dès qu'il entend un oiseau, par exemple, il va citer le nom. Ou dès qu'il voit une plante, il va citer le nom. Ou un arbre. Avant de voir un écureuil, par exemple, il va dire l'espèce d'écureuil qui va sortir. Et donc c'est effectivement un petit peu un 6e sens, mais il n'y a rien de magique. C'est qu'il connaît tellement bien le milieu, il est tellement adapté, qu'il sait très bien ce qu'il y a. Et cette répétition, en fait, c'est comme dès qu'on voit certains de nos amis face à nous, on va avoir le nom de ses amis en tête. Et donc dire ce nom, c'est comme un petit peu une forme de socialisation. Et de les faire exister. Ouais. C'est pas aussi parce que t'es là et qu'il veut t'apprendre? Il y a de ça aussi, c'est-à-dire que c'est démonstratif. Je me sens un petit peu comme un enfant. C'est-à-dire que je pense que je suis dans la position sociale de l'enfant à qui on apprend à pêcher, puisqu'il voit très bien que je ne sais pas très bien pêcher, je suis pas très bien sur un bateau. Et donc, en voyant ça, je pense qu'il a envie de m'apprendre, c'est la transmission, quoi. Ici aussi, hein, quand on apprend à parler à un enfant, on lui pointe quelque chose du doigt et on lui dit le nom. Et donc voilà, c'est cette répétition qui fait qu'on peut connaître tous ces mots qu'on a dans une langue, et ça peut être des poissons aussi. Bon, on ne bénéficiera pas de la chance du débutant, mais au moins Bal a pêché le repas de ce midi. Victor, t'as préparé du riz, toi, pour l'accompagner, c'est ça, hein? Oui, ce matin, avant de partir, j'ai fait cuire du riz. Trop bien. attendez, là, on va vraiment manger ce poisson-là. Genre, les poissons qu'on a pêchés. Enfin, que Bal a pêché, plutôt. Les poissons que Bal a pêchés. Ouais, c'est très bon. Bal fait toujours ça, dès qu'on part en mer. Moi, je m'occupe du riz. J'essaie d'attraper quelques poissons, mais souvent, ça marche pas très bien. Et ensuite, dans les poissons qu'on a attrapés, ou qu'il a attrapés, on en fait ce qu'on appelle du kinilaw. C'est un ceviche, c'est du poisson cru. Donc en fait, on découpe simplement le filet. La tête. Et ensuite, La tête d'Anaël. Ça passe pas le poisson cru? Bah non, pour moi, on le frit. On le fait. Ouais, ça peut être frit aussi, ça peut être cuit en soupe. En fait, quand il mange beaucoup de poissons, il faut bien changer un petit peu. Puis t'as vu la taille du bateau, on n'a pas apporté le poil hein, pour. Exactement. Il enlève la peau, tout. Ouais. Enfin, regarde, il est en train de le faire là. Mange comme ça, là. Ouais, exactement. Ok. Et c'est très bon, avec du piment, du gingembre et un petit peu de j'adore calamansi. Calamansi, c'est un citron vert local. Trop C'est bien. vrai que j'avais entendu qu'en Philippines, ils mangeaient énormément de piment, mais alors vraiment beaucoup. Seulement dans certaines parties, ouais.
À Palawan, par exemple, pas trop. Mais dans une région qui s'appelle Bicol, on mange beaucoup de piment, ouais. En Asie, globalement, c'est assez pimenté. En plus. Ouais. Alors, finalement, Anaëlle, t'en penses quoi? Bah, je préfère le poisson frit en France, hein, je suis pas habituée, mais bon. Mais en fait, tout à l'heure, vous savez, quand on naviguait, j'ai vu Bal mettre plusieurs fois la main dans l'eau. Mais Victor, tu peux me dire pourquoi il fait ça? Alors quand il fait ça, je pense qu'il touche un petit peu les courants, la température de l'eau. Ça, je le comprends pas tout à fait bien. Mais il y a quelque chose entre la température de l'eau et le fait que les poissons mordent. Ce qu'il explique, je crois, c'est que dès que l'eau est trop chaude, les poissons vont pas vouloir chasser et mordre. Et donc, je crois qu'il adapte un petit peu aussi sa pêche et ses sorties à ça. Est-ce qu'il fait comme dans Vaiana, Vaiana là, Pour sentir les courants. Il nous fait un remake de Vaiana pour nous impressionner, nous les... Bah ça fonctionne. Mais du coup, en plus de ta thèse, la pêche, ça fait partie de ton travail concrètement? Oui, bien sûr. C'est pas en plus de ma thèse, c'est ma thèse. C'est-à-dire que... Le gars est payé à pêcher et aller à manger. pêcher. Ouais. On Sympa, est mal payé, hein. mais on est payé à pêcher. Quand même. Donc oui, ça a été une grosse partie. C'est une grosse partie de mon travail de thèse. Ok, c'est génial, franchement. Et puis tu peux me dire autre chose? Le rapport avec l'aire marine protégée, c'est quoi? Alors en fait, l'idée derrière une aire marine protégée, c'est que si on protège un espace, ça va permettre aux populations de poissons de revenir. C'est-à-dire que la zone est, on appelle ça surpêchée. Il y a trop de pêcheurs. Il y a eu beaucoup de pêche aussi destructive. Et donc ça veut dire que les poissons, en fait, les populations de poissons sont en mauvais état, plus assez de poissons. Et donc si on ferme un espace, ça permet de donner une zone un petit peu, un sanctuaire, on appelle ça aussi, où les poissons peuvent se reproduire. Et donc le but, en fait, aussi de ma thèse, c'est de comprendre si ça peut permettre de pêcher plus de poissons. Et donc un des buts, ce qu'on fera, ce sera de faire ce qu'on appelle des pêches expérimentales, d'aller pêcher dans des points très précis autour de l'aire marine protégée et voir si autour de cette aire marine protégée, on attrape de plus en plus de poissons. Ok, donc en fait, il y a vraiment toute une réflexion derrière, en fait. Ouais. Une fois ce super déjeuner englouti, on repart en direction d'un autre village pour aller voir les cages à poissons. Donc là, on est dans un autre village qui s'appelle Tandol. Et on est à marée basse, on a de l'eau jusqu'aux genoux. Et on va aller voir des cages à poissons. Les cages à poissons, en fait, c'est là où ils mettent des mérous vivants, une espèce qui s'appelle Pectropomus leopardus. C'est un mérou avec des points bleus et qui est en fait très commun. Il est vendu en Chine vivant parce que c'est dans les restaurants chinois, en fait, dans les restaurants un petit peu de luxe, c'est la classe de commander son poisson vivant dans l'aquarium. Et c'est des mérous aussi qui ont une couleur rouge. Et c'est une couleur qui porte chance en Chine. Mais ils vont pas le manger vivant? Donc non, après ils le cuisinent, mais ils le choisissent vivant. Ils auraient pu, tu me diras. Mais non, parce que je sais que c'est en Thaïlande, il y a un plat avec des mini crevettes. Et elles sont vivantes et elles sautent comme ça. Et ensuite, avec le citron, ça les tue. Oh waouh, je le connais pas ce plat-là. Donc non, après ils font cuire le poisson. Mais donc voilà, c'est un vrai business local. Et ils pêchent ces poissons et ils les gardent vivants dans des cages qui sont à 5-10 mètres sous l'eau. Et ils les nourrissent jusqu'à temps que des acheteurs viennent et qu'ils vendent ce poisson. Ok, mais du coup, nous, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et donc on vient voir ces cages à poissons. C'est Bal qui voulait me montrer puisque il a accepté d'être mon guide ici. C'est très gentil de sa part. Et en fait, il prend son rôle à cœur et il veut vraiment me montrer tous les modes de pêche, tout ce qui existe autour de la pêche, puisque en fait, il y a des dizaines de façons de pêcher, de façons de vendre le poisson. Et donc moi, mon but, c'est vraiment d'avoir une idée de tout ce qui existe, quoi. C'est comme un papa, en fait, Bal, un peu pour toi. Ouais, exactement. En fait, localement, c'était Bal et sa famille. C'est comme une famille de substitution aux Philippines, quoi. Ah, aïe, j'ai marché sur un truc. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je sais pas, j'ai marché sur un truc. Tu veux... C'est peut-être un oursin. Tu veux le montrer aux pêcheurs? Ouais, je vais regarder. Ça saigne un peu, c'est bizarre, ça fait mal. Moi, je vais le montrer aux pêcheurs. Victor revient sur le rivage en boitillant et montre son pied enflé aux locaux. Et là, une vague d'inquiétude passe sur leur visage. Victor vient de se faire piquer par un poisson-pierre et l'hôpital le plus proche est à 6 heures d'ici.
Mais en fait, concrètement, c'est quoi le problème avec les poissons-pierres? Donc je les entends dire là, bantole, et je me souvenais plus du mot. Et le mot bantole, ça veut dire poisson-pierre. Et donc le problème, c'est que le poisson-pierre, c'est un venin très fort, un venin neurotoxique. Et donc c'est potentiellement mortel. Donc c'est pas rassurant. Potentiellement, ça veut dire que je suis pas sûr de mourir, mais ça veut dire que c'est aussi possible. Tu peux perdre ton pied plutôt? Donc c'est possible aussi, ça peut se nécroser. Donc c'est un petit peu flippant. Comme les serpents. Ouais. Mais pire, non, mais c'est l'animal en soi le plus dangereux que tu puisses trouver sous l'eau. Ouais, avec les serpents, les trichoriers. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, c'est quand même ton pied, il a un peu une sale tête. Hein. Ouais, j'ai demandé aux pêcheurs, ils m'ont dit tant que la douleur ne remonte pas, faut pas trop s'inquiéter. Donc je leur fais confiance, ils savent mieux que moi. Il y a un venin, mais faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. Donc on verra tout à l'heure en rentrant, la douleur remonte pas trop, donc peut-être que c'est pas très grave. Et en plus, j'ai vraiment très envie d'aller voir ces cages à poissons. Donc je vous propose qu'on aille plutôt voir les cages à poissons et on rentrera ensuite. Ok, on y va, mais moi je t'avoue, je suis pas hyper sereine. Bon, c'est parti, on plonge. Donc là, on arrive, on voit une cage à poissons qui a à peu près 10 mètres de profondeur. Et cette cage, elle est arrimée à une bouée avec une ancre au fond. Donc elle fait à peu près 3 mètres de large, c'est assez grand. Et à l'intérieur, à peu près une centaine de poissons qui font entre 30 et 50 cm. Ils sont assez gros. C'est hyper impressionnant là-dessous. Hein. Il y a combien de cages d'ailleurs? Alors dans ce village, il y en a une petite dizaine. Et ce qui est impressionnant, c'est de se dire que non seulement ils descendent à 10 mètres comme on vient de faire pour le voir, mais en plus, ils vont nourrir leurs poissons à 10 mètres. Donc ils descendent avec des poissons, ils ouvrent la cage, ils mettent les petits poissons morts dedans et referment la cage. On n'a pas les mêmes poumons. Non, ça donc c'est sûr. Voilà, c'est un vrai travail. Après cette plongée, on ne tarde pas trop quand même. Hein. On retourne sur l'île. Victor est pris en charge et nous on attend. Oan, la moba C'est chaud quand même. Son pied, il a quand même triplé de volume. Ouais, il avait l'air pas hyper inquiet, mais... mais tu vois, non. quand même, le poisson le plus Ça faible. donne la débat. Moi, j'aurais peur à sa place. Et puis, ça se voyait, il avait mal. Kapag nabantulka, lumuluha ka. 3 heures plus tard, on retrouve Victor. Et alors, comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'en met sur le pied, en fait? En fait, ça va beaucoup mieux. Ça m'a fait mal au début, pendant 2-3 heures, quand le pied a gonflé. Et en fait, elle m'a mis une sorte d'huile qu'elle a un petit peu fait brûler avant. Et je pense que c'est pour tuer un petit peu le venin. En fait, ce genre de venin, je crois qu'ils sont, on appelle ça thermosensible. Ça veut dire que la température, ça annule le venin. Comme les méduses. Voilà. Non, pas comme les méduses. Ah bon? Alors, Non, comme il y les a abeilles. Il y a un poisson... Ouais, comme les abeilles et les guêpes. Ouais. Il y a un poisson en Normandie, je sais, je m'étais fait piquer Les par ça. vives. Les vives, ouais. Les vives. Et on m'avait mis le pied dans de l'eau chaude, justement. Voilà. D'accord, Donc il c'est faut le même type arrêter de venin. les gens qui font pipi dessus parce qu'ils viennent de se faire piquer par une méduse, il faut leur dire stop en fait. Non, mais c'est drôle après. Cette expérience, Victor, ça a quand même changé ton regard par rapport à l'océan. Au début, en fait, j'avais peur de la mer. Il y a quelques années, avant que je me lance là-dedans et que je commence à faire de l'apnée, j'avais peur des profondeurs. Et ensuite, en faisant de l'apnée, en apprenant aussi à nager et à être dans un récif corallien, j'avais plus peur. Je me suis mis à aimer ce milieu. Et en fait, ça me rappelle que la mer, c'est quand même très dangereux. Et je comprends les gens ici qui ont souvent peur de la mer. C'est-à-dire que pour eux, c'est à la fois un espace nourricier, mais en même temps, c'est un vrai danger. Et donc, c'est intéressant aussi. Pour nous, la mer, c'est les vacances, en fait, quand on y pense. Mais il y a un vrai danger au-delà, en fait, de la peur des profondeurs. Ça, c'est pas grave. Dire, c'est pas les profondeurs qui sont effrayantes. C'est certaines espèces qui sont réellement dangereuses. Les poissons-pierres, les méduses, des serpents. Puis la mer en elle-même. Et puis la mer en elle-même, ouais. Ça va aller juste pour demain, pour l'entraînement avec les bambous? Oui, très bien. C'est quoi, ça? Ah, tu verras. Nous sommes sur la plage, au sol, plusieurs bambous de tailles différentes. Victor, tu veux bien nous briefer juste avant? Ouais. Alors, on va s'entraîner à estimer des tailles visuellement sous l'eau. Des tailles de poissons. Des tailles de poissons. Ok. Et en fait, le but,
c'est de pouvoir compter les poissons sous l'eau. Donc on va faire ce travail, on va faire ce qu'on appelle un comptage visuel, un recensement, pour savoir si dans les aires marines protégées, il y a de plus en plus de poissons. Et en fait, c'est très important d'avoir la taille de ces poissons, puisqu'on peut deviner avec la taille leur poids. Sauf que pour savoir deviner la taille des poissons, il faut s'entraîner un petit peu. Et donc on utilise des bambous, avec tous des tailles différentes, entre 5 cm et 80 cm. Il y a un petit numéro dessus avec leur taille, et on les met sous l'eau, en cachant le numéro dessus, la taille, et on doit deviner. Et en fait, en faisant ça, dès qu'on fait moins de 2 cm d'erreur en moyenne, on est à peu près bon pour compter les poissons. Ok, c'est parti. Je pense. Presque, 10. Attends, je tente. 35 30. Ah, pas loin. Pas loin. Je réessaye. Vas-y. Allez. Sûr, c'est 20. C'était 19. Ouh, vraiment pas loin. Pas mal. Bon, après une matinée à s'entraîner, nous voilà quasiment opérationnels. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. On va plonger sur le récif pour compter les poissons et estimer leur taille. Donc là, on va en plonger en binôme. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas faire ce qu'on appelle le transect. Donc tu vas dérouler une bobine de fil sur 50 mètres. Ça nous permet en fait d'avoir une zone restreinte, en fait standardisée, où on va faire 50 mètres à chaque fois pour pouvoir comparer. Parce que si un jour on fait 20 mètres et si un jour on fait 50, évidemment, il y aura plus de poissons dans la zone où on a fait 50. Okay. Donc c'est important d'avoir cette zone qui est bien comptée, bien restreinte. Et moi, je fais quoi ? Et donc ce que toi tu vas faire, c'est que tu vas compter les poissons. Maintenant que tu les connais tous par cœur et que tu sais la estimer la taille. Et mon travail est plus sympa quand même. Ok, d'accord. Mais juste pour que je sache, il y a combien d'espèces de poissons ici ? Alors, dans les espèces qu'on va compter, il y en a à peu près 150. Puisqu'on va compter les espèces les plus importantes beaucoup. pour la pêche. C'est énorme, mais en fait, dans toutes les espèces qu'on pourrait trouver, avec tous les petits poissons, il y en a plus de 1000. Je peux avoir comme en plongée, tu sais, le petit carnet qui répertorie les espèces pour que je sache un petit peu ce que c'est ou pas ? Ouais, c'est ce qu'on utilise, mais en fait, le livre est énorme. Donc c'est... Je perdrais un temps fou. Ah ouais, tu peux pas le prendre solo, c'est un vrai livre. Ok. Et au final, quand on a fini d'identifier l'espèce et puis sa taille, on note ça où, du coup, dans ce carnet ? Donc en fait, on a des petites planches en plastique sur lesquelles on peut écrire avec un crayon papier. On va écrire sous l'eau. Ouais, exactement. D'accord. Et ensuite, il faut gommer une fois que c'est sec. Et donc, on note toutes les espèces à chaque fois qu'on voit un poisson. Par exemple, je le disais tout à l'heure, Plectropomus leopardus de 25 cm. Est-ce que je peux juste mettre mérou ou faut vraiment que je mette Ah bah tout non, ça ? il faut mettre ça, parce qu'en fait, il y en a plein des mérous. Là, tu vois, on a peut-être une vingtaine d'espèces de mérous qui existent ici. Donc, Ok. si on note mérou, on ne sait pas lequel c'est. J'avoue. Ok, bah, je noterai. Comment tu dis au fait ? Plectropomus leopardus. Moi j'ai retenu les léopardus, tu retiens le Plectropomus. 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 Ouais, Léopardus. c'est un mérou léopard. Et c'est quoi l'intérêt de ce recensement ? Donc le but en fait c'est de comprendre si l'aire marine protégée dans laquelle on compte les poissons est efficace. C'est-à-dire si au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de poissons, des poissons plus gros, plus de diversité aussi. C'est pour ça qu'on compte pas seulement mérou, mais Plectropomus leopardus et les autres, pour être sûr, parce que c'est une question de diversité. Mais en fait, j'ai oublié de demander, mais on va couvrir des zones précises comme ce dont tu avais parlé avant, ou là c'est n'importe laquelle ? En fait, oui, on a défini des zones pour qu'elles soient comparables. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle avant-après contrôle impact. Donc ça veut dire on regarde le changement dans l'aire marine protégée et dehors, et on regarde l'évolution dans le temps. Et c'est cette comparaison, parce qu'il faut un site de contrôle. Ouais. Si on voit par exemple qu'il y a de plus en plus de poissons, en fait peut-être que c'est pas lié à l'aire marine protégée. Peut-être que par exemple la météo a fait dans le temps qu'il y avait une meilleure nourriture pour les poissons, plus d'algues, Ouais. et donc il y a eu de plus en plus de poissons. Donc il faut toujours comparer. Ça c'est très important, puisque si on compare pas, on peut pas attribuer ce changement à l'aire marine protégée. Ok. Vous avez entendu ? C'était quoi ce bruit assourdissant ? Waouh, ça faisait comme une explosion, je l'ai ressenti jusque dans ma cage thoracique là. C'est quoi, Victor ? C'est une explosion de dynamite. En fait, ça existe encore ici. Il y a quelques pêcheurs, ils sont rares, mais qui pratiquent ce qu'on appelle la pêche à la dynamite. Donc en fait, ils fabriquent leur dynamite avec des produits qu'ils trouvent.
et ils pêchent avec ça dans le récif. Donc ils visent les poissons du récif corallien et c'est un gros problème puisque ça fait des grands cratères et ça va détruire des grands patchs de coraux et donc c'est en fait l'habitat pour les poissons qui est détruit. Donc c'est extrêmement grave. Mais pourquoi ils utilisent de la dynamite? Enfin, je veux dire, ils peuvent pas pêcher comme tout le monde. C'est super dangereux, franchement. Alors, Même pour eux. c'est extrêmement dangereux pour eux, il y a beaucoup d'accidents. Il y a déjà eu récemment des gens qui sont morts de ça. Donc c'est effectivement très dangereux. Ils le font, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a une question de pauvreté évidemment. C'est-à-dire que ceux qui le font disent que c'est par pauvreté qu'ils n'ont pas moyen de faire autrement. Les autres pêcheurs, qui ne sont pas trop d'accord, disent que c'est plutôt des gens qui sont flemmards. Donc c'est comme ça que les autres pêcheurs artisanaux répondent. Il y a une dimension un peu rite initiatique aussi, je crois. Ouais, en fait, il y a aussi un côté un petit peu masculin où on part, J'ai pêché la dynamite. on part pêcher la dynamite et puis après on achète plein d'alcool et on fait ça. Donc effectivement, et c'est un gros problème puisque encore une fois, c'est une toute petite minorité des pêcheurs là-bas et qui sont très violents avec les autres pêcheurs locaux parce que ça met en danger la survie de ces autres petits pêcheurs artisanaux pour le compte de quelques pêcheurs qui veulent juste en une heure attraper 150 kilos de poissons et rentrer à la maison avec ça. Donc c'est un gros problème local, ouais. Et en plus, c'est dangereux pour nous s'ils font ça à côté de nous. Ouais, non, c'est clair. Bon, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que les pêcheurs ont dynamité l'un de nos sites de comptage. Quelques jours plus tard, on plonge donc sur le lieu. Donc là, on plonge sur ce site et c'est vrai que l'atmosphère est un petit peu étrange. Je vois moins de poissons que d'habitude. C'est difficile à expliquer, mais quand on a passé de très longues heures sous l'eau, on a un peu un sentiment de l'atmosphère. Il y a quelque chose de bizarre et en fait, je me rends compte que ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, il y a quasiment plus de poissons, même les petits. Et en nageant, on voit qu'il y a des poissons morts. Et on arrive en fait à un cratère. Et donc ça, c'est un cratère de pêche à la dynamite. C'est très caractéristique puisque il n'y a rien d'autre qui peut faire ça sous l'eau. Il y a un gros morceau de corail qui est retourné sur une zone d'à peu près 15 ou 20 mètres carrés et des petits poissons morts partout. Donc en fait, c'est effrayant à voir, non seulement pour le récif et pour les poissons qui vivent là, mais c'est aussi un vrai gâchis alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie insécurité alimentaire dans les villages autour. Et c'est aussi pour ça l'idée de faire des aires marines protégées. Et donc voir du poisson comme ça qui est gâché par quelques individus qui ont envie de se faire un billet rapide et facile, effectivement ça fait mal au cœur. Et sur le long terme, est-ce qu'on sait quand la vie reviendra ou pas du tout? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici plonger la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. Et ça prendra sûrement pour les poissons au moins quelques semaines, le temps qu'ils reviennent un petit peu dans la zone, puisque ça se déplace quand même vite. Mais pour les coraux, ça pourrait prendre plusieurs dizaines d'années, puisque les coraux en fait poussent très lentement. On remonte à la surface avec un drôle de sentiment d'impuissance. Pendant 3 ans, Victor va s'intégrer de plus en plus à la population locale, au point de faire, pour ainsi dire, partie de la famille de Bâle. Il aura aussi appris à être plus prudent dans l'océan. Il est temps de nous quitter. On se retrouve sur la plage de cette petite île paradisiaque pour partager ensemble un dernier repas de riz et de poissons crus. Finalement, qu'est-ce qui ressort de ces 3 ans? Beaucoup de choses. La première chose, je pense que c'est les résultats scientifiques, c'est pour ça que je suis venu. Et le résultat principal, c'est que les aires marines protégées, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on les protège bien, quand on restreint vraiment les activités dans des zones, ça permet à la vie de revenir. Mais surtout, ça permet aux pêcheurs de pêcher plus de poissons. Et donc ça, c'est un gros résultat et faut le marteler, parce que y a beaucoup de personnes qui veulent pas y croire. Et je comprends, c'est un petit peu contre-intuitif de se dire que fermer la pêche, ça peut aussi être utile pour la pêche, mais ça peut fonctionner. Mais évidemment, il faut que ce soit fait avec les populations locales. Donc ça, c'est un autre résultat qui est important. Il y a beaucoup de mesures de conservation qui sont mises en place. Donc la conservation marine, c'est quand on crée des aires marines protégées, qui sont mises en place. Si c'est pas dans l'ignorance des populations locales, parfois c'est même contre elles. Et donc ça peut être un gros problème.
Comment t'expliques que ce soit la même appellation, aire marine protégée par exemple aux Philippines, où ce sont vraiment des endroits où c'est de la pêche artisanale, voire aucune pêche, et que chez nous, les aires marines protégées, puisse y avoir du chalutage en eau profonde pour certaines en Europe, et ça porte le même nom? Parce que c'est devenu un enjeu qui est politique. En fait, on a pris des engagements internationaux, on appelle ça le 30 par 30, protéger au moins 30% de notre espace marin d'ici à 2030. Donc cet engagement, on l'a pris, les décideurs l'ont pris, mais évidemment c'est compliqué à mettre en place, puisqu'il faut mettre en place de vraies mesures, il faut mettre des bouées pour délimiter les espaces, il faut surveiller. Donc bien protéger un espace, effectivement, ça demande des ressources. Et donc une façon peut-être un petit peu plus facile d'éviter à avoir à mettre en place de vraies mesures qui peuvent aussi poser des problèmes à des pêcheurs, une façon facile, c'est de changer la définition, de dire voilà, ça c'est une aire marine protégée, puisqu'on a appelé ça une aire marine protégée. Il y a d'ailleurs, toutes les aires marines protégées n'interdisent pas la pêche. Il y a plusieurs niveaux de protection, il y en a certaines qui par exemple, interdisent seulement le chalut, ou seulement certains types de pêche qui est plus destructeur ou qui est plus intensif. Alors aux Philippines, pour le coup, celle que tu étudies, la pêche est interdite dans ces zones-là? Ouais, dans ce qu'on appelle des core zones, donc des zones de cœur. La pêche est complètement interdite, mais ensuite il y a des zones tampons de 500 mètres autour, où en fait là les activités de pêche sont juste restreintes. On a encore le droit de pêcher à la ligne, de pêcher au filet, et ça permet justement aux pêcheurs artisans de tirer le mieux parti des bénéfices de l'aire marine protégée. Mais du coup, c'est quoi la menace principale en fait ici? Alors très longtemps ça a été la pêche à la dynamite, et c'est la première réponse que nous donnent les pêcheurs. Tout le monde dit le problème ici c'est la pêche à la dynamite, mais moi je crois que là aussi parce que la pêche à la dynamite a beaucoup diminué dans ces dernières années, je crois que le plus gros problème maintenant c'est la surpêche. C'est le fait qu'en fait la pêche soit très très intensive. En fait on le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de subsistance ici, et donc en fait effectivement pour pouvoir survivre, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, les pêcheurs et les pêcheuses sont obligés d'aller pêcher, plutôt que de pêcher 1 heure pour amener du poisson pour la famille, de pêcher 7 ou 8 heures tous les jours. Donc forcément, ça a un gros impact sur la ressource, et c'est une problématique en fait qui est sociale. Mais en passant, tu sais, Victor, moi j'ai 16 ans. Et tu peux me dire, c'était quoi ton rêve quand tu avais mon âge? À 16 ans, je voulais être médecin et vivre sur une plage. Totalement différent de ce que tu fais. Je suis docteur et j'ai habité sur une plage, donc effectivement je suis docteur des poissons. Il y a moins d'enjeux peut-être immédiats qu'être un docteur d'humain, mais oui, c'est quand même un peu proche, c'est marrant. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Et je crois qu'aujourd'hui mon rêve en fait c'est un peu plus un rêve partagé. J'aimerais bien que peut-être un peu égoïstement, que tout le monde s'intéresse à la nature de la manière dont moi j'ai pu m'y intéresser quand j'ai vécu à Palawan. C'est-à-dire que j'ai appris à nommer les espèces, à comprendre comment ces espèces vivent, et ça m'a fait vraiment appartenir à ce milieu. Et donc en fait j'aimerais beaucoup que tout le monde s'intéresse à ça. Donc effectivement c'est un petit peu égoïste puisqu'on veut toujours partager nos passions avec les gens autour de nous, mais je crois aussi que c'est très important dans le monde dans lequel on vit, où la vie et la biodiversité sont en danger. Et donc en fait, savoir nommer les espèces, savoir nommer, je parle pas que de la mer, mais savoir nommer les oiseaux, les plantes, comme peut le faire Bal dans la jungle, je crois que c'est hyper important, puisque c'est la seule façon vraiment de comprendre l'impact réel des problèmes environnementaux aujourd'hui. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa.
une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.